Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait qu'il est beaucoup plus difficile d'aller à quelques kilomètres sous l'eau dans les profondeurs abyssales des ténèbres de nos océans, plutôt que d'aller dans l'espace. Et bien justement, tout ceci est absolument vrai. Une fuite d'air dans la station spatiale internationale, celle qui est dans l'espace, un tout petit trou créé par une météorite, eh bien il peut très bien être colmaté par un simple chewing-gum sans problème, le temps d'une réparation un petit peu plus sérieuse, sans pour autant que tout l'équipage se fasse aspirer tel des daubes à travers ce petit trou et finisse en spaghetti à dériver dans l'espace. C'est que dans les films. Mais vraiment, vous colmatez avec du Patex le trou dans la station spatiale, ça marche. C'est-à-dire que la pression entre l'intérieur et l'extérieur, elle est pas folle. A contrario, comme on l'a vu avec le sous-marin Titan, une faille de quelques atomes, un trou aussi grand qu'une tête d'épingle dans un sous-marin, tout ça à quelques kilomètres sous l'eau, évidemment, c'est la pulvérisation instantanée. Vous n'avez absolument aucune chance. Et cette différence de difficulté, justement, entre l'espace et les abysses, eh bien, elle se situe ici, à cause de la pression. Cette pression qui entoure les vaisseaux, que ce soit un sous-marin ou la station spatiale. Aujourd'hui, on va donc plonger ensemble dans l'endroit le plus hostile sur Terre, l'endroit le plus difficile pour les humains où aller. Nous allons faire ensemble un voyage dans les abysses, et croyez-moi, on va croiser du beau monde. On a pensé jusqu'au milieu du 19e siècle que, à partir de quelques centaines de mètres sous l'océan, sous la mer, eh bien la vie n'était plus possible du tout. Grosse erreur. On imaginait qu'il n'y avait absolument rien à cause de l'absence de lumière et de la pression, du froid et du manque de nourriture. Et pourtant, depuis la première expédition du navire britannique HMS Challenger en 1872, eh bien les gens n'ont cessé de chercher à découvrir ce qui se cache dans ces abysses. On sait aujourd'hui qu'on a exploré seulement 5% des fonds marins, ce qui est rien du tout, et on a réussi à en cartographier environ une vingtaine de pourcents. C'est pas énorme. Et tout ça avec une précision d'environ 1 km. Donc on est très loin de tout savoir. Chaque expédition et chaque nouvelle technologie révèle la présence d'espèces inconnues et de ressources minérales précieuses. Et encore aujourd'hui, on découvre des animaux complètement fous. Alors récemment, je vais essayer de vous retrouver des images. On avait retrouvé justement un poisson très bizarre. Enfin, on sait pas ce que c'était. Donc là, vous pouvez voir effectivement un animal très bizarre qui vient justement d'être découvert il y a pas très longtemps. Et c'est fou. Et des trucs comme ça, on en fait tous les jours. Pas tous les jours, mais souvent. Il faut bien comprendre que l'océan, du moins les profondeurs, elles sont stratifiées et dans chaque étape, dans chaque strate, vous avez un écosystème quasi différent à cause de la lumière qui est différente, de la pression qui est différente, de la nourriture qui est plus ou moins abondante, etc. C'est vraiment différentes sortes d'animaux qui vivent selon les profondeurs. Et il y a certaines espèces qui arrivent à traverser ces strates et à vivre dans à peu près toutes. Ces zones marines, comme on les appelle selon la profondeur, elles sont au nombre de 5 que voici. C'est important de comprendre. En premier, vous avez la zone, ce qu'on appelle épilagique, qui se situe entre 0 et 200 mètres. C'est la couche supérieure de la mer ou de l'océan qui est très éclairée, donc la lumière passe bien, elle est riche en vie marine et en photosynthèse. Donc là, pas de problème, il se passe plein de choses. Ensuite, on descend un petit peu, vous avez la zone mésopélagique qui se situe entre 200 et 1000 mètres. Donc à ce niveau-là, il y a un petit peu moins de lumière parce qu'on est quand même à 200 mètres minimum. Donc ça va commencer à être l'habitat de nombreux poissons et organismes bioluminescents. Donc il se passe quand même beaucoup de choses à ce niveau-là. En troisième position, vous avez la zone qu'on appelle bathypélagique qui se situe entre 1000 mètres et 4000 mètres. Donc le Titanic se situe dans cette zone-là, finalement. Donc là, c'est l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière, la pression est extrêmement élevée, les températures sont extrêmement froides également. Vous avez de la vie, vous avez quelques poissons, notamment le poisson lanterne, ce fameux poisson que vous voyez avec cette petite lanterne sur la tête, qu'on connaît tous. On descend d'un cran, la zone numéro 4, qu'on appelle la zone abyssopélagique. Elle se situe entre 4000 mètres et 6000 mètres, 6 km de profondeur. Là, ça commence à toucher. À ce niveau-là de profondeur, la vie, elle commence à être très rare. Vous avez des conditions évidemment extrêmes de pression et de froid. À partir de là, ça devient compliqué vraiment que la vie se développe et s'y maintienne. Il n'y a pas grand-chose. Et vous avez un cinquième et dernier niveau qui s'appelle la zone adopélagique. Alors cette zone, c'est à partir de 6 km de profondeur et plus. Donc ça va jusqu'à 11 ou 12 km de profondeur après, comme on sait. Donc là, ce sont les fosses océaniques, comme on les appelle, les zones les plus profondes du monde. À ce niveau-là, la vie, elle est extrêmement rare et hautement adaptée. On est vraiment sur des organismes très étranges. Ces endroits-là, sur Terre, on a évidemment beaucoup de mal à aller les voir. Comme on l'a vu, en dessous de 200 mètres, la lumière, elle a du mal à rentrer sous l'eau. Et on va entrer dans une zone qu'on appelle zone aphotique. Sans lumière, la vie végétale, elle va disparaître parce qu'il n'y a pas de photosynthèse possible. Comme vous le savez, cette vie végétale, elle va dépendre de l'énergie solaire, de la lumière. Le phytoplancton qui est à la base des chaînes alimentaires, il ne peut même plus survivre. Et pendant longtemps, on pensait que sans lumière, la vie ne pouvait pas exister à ces profondeurs. Sauf qu'aujourd'hui, on sait bien évidemment que la vie, elle y prospère, même s'il n'y a pas de lumière. La chaîne alimentaire des grandes profondeurs, elle va dépendre de la surface. Les animaux et le plancton qui meurent près de la surface va tomber vers le fond, formant une neige marine, comme on l'appelle. Donc en fait, en se décomposant en haut, ils vont descendre, ils vont faire
des particules de bouffe, et ceux qui sont en dessous, ils vont manger. Il y avait un film comme ça où les mecs tout en bas d'un immeuble, ils mangeaient ceux qui tombaient d'en haut. Le film est horrible, hein, mais ça me fait penser à ça. Mais bref, les espèces vivant sur le fond, comme par exemple les concombres de mer, ils vont se nourrir de ces particules nutritives et deviennent à leur tour la proie d'autres animaux. Faut savoir que dans les profondeurs, les créatures, elles vont s'adapter au manque de lumière, et donc, souvent, elles vont avoir des yeux assez gros, comme ceux par exemple des calamars géants, et grâce à la bioluminescence, ça va leur permettre de se repérer ou attirer des proies. Donc, le poisson qui a une petite lumière sur la tête comme ça c'est pour attirer des proies justement, directement dans sa gueule avec ses grandes dents. À la surface de l'eau, la pression elle est d'environ 1 bar. Sous l'eau, cette pression elle va augmenter de 1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Ce qui veut dire qu'à 10 000 mètres de profondeur, donc quasiment l'endroit le plus profond du monde, la pression elle équivaut à 1000 bars. 1000 bars, c'est comme si vous aviez 1000 kilos sur chaque centimètre de votre corps. Donc 1 tonne sur chaque centimètre, il reste plus grand chose de vous. Et évidemment, les animaux qui vivent à ces profondeurs et donc avec ces pressions extrêmes, eh bien ils se sont adaptés. Par exemple, vous avez l'escargot rose qui a été observé à une profondeur de 8336 mètres dans le Pacifique, tout ça près de la fosse des Mariannes. Ce poisson qui détient le record de profondeur a un squelette mou, un corps gélatineux, sans écailles, et il ne possède pas de vessie, parce que sinon elle éclaterait avec la pression. À noter que ce genre d'animaux, si on les remonte, en fait ils meurent parce que la pression elle est pas adaptée à leur corps. En fait ils se mettent à gonfler comme ça, ils explosent. Enfin, c'est horrible hein, mais c'est vrai. Les températures glaciales au fond de la mer rendent cet environnement encore plus hostile. La température elle dépasse rarement les 3 degrés et elle peut descendre jusqu'à 0,5 degrés en dessous des 5000 mètres. On est quasi au point de congélation. Et pourtant la vie elle existe malgré ces conditions extrêmes. Vous avez certaines zones qu'on vient de découvrir où on estime qu'il y a 90% des espèces qu'on n'a pas encore trouvées dans ces endroits très profonds. On a découvert une dizaine, une centaine de poissons, de mollusques ou ce que vous voulez, mais ça représente que 10% de tout ce qu'il y a. Donc il y a vraiment des trucs de malade, c'est Pokémon le truc. Si on parle de requins blancs, on se dit bon, voilà, on les observe à la surface, de temps en temps, ils mangent un ou deux mecs, ça arrive. Évidemment, le plus grand prédateur qu'on connaisse dans l'océan, quasiment avec l'orque, c'est un prédateur solitaire qui va se nourrir essentiellement de poissons, de mammifères marins, de raies et également d'autres requins, et même il est cannibale. C'est aussi un animal opportuniste qui peut se contenter de carcasses de baleines et d'autres mammifères marins. Et donc c'est également un charognard. Il mange tout ce qu'il trouve, il a la dalle. On va pas expliquer 2 ans le requin blanc, hein, on connaît. Mais est-ce que vous connaissez techniquement comment le requin blanc procède pour chasser? Je ne pense pas. Sauf si vous avez fait une thèse sur les requins blancs. Eh bien, les requins blancs, ils chassent principalement des proies dans les eaux où la lumière du soleil va arriver. C'est-à-dire pas là où c'est les ténèbres totales. Ils aiment bien voir ce qu'ils font. Et pourtant, il y a des chercheurs qui ont récemment suivi leurs mouvements et qui ont découvert qu'ils descendent dans la zone mésopélagique. Plus communément, la zone qu'on appelle la zone crépusculaire, qui tient bien son nom puisque c'est là où il n'y a plus trop de lumière. Cette zone qui est située entre 200 et 1000 mètres, comme on l'a vu. Mais pire que ça, on a découvert que ces requins blancs ils descendaient encore plus profondément. C'est-à-dire qu'ils vont jusque dans la zone bathypélagique, c'est-à-dire entre 1000 et 3000 mètres de profondeur. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc de fou que c'est. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller à la surface à 1 hectopascal de pression, mais aussi à quasiment 3000 mètres de profondeur. Ça représente quoi? 300 bars, je crois, de pression? Tony s'est trompé sur un chiffre du coup, je rectifie. Il peut aller à 1200 mètres de profondeur et supporter 120 bars de pression, ce qui est colossal. Je vous mets au défi de vous mettre dans un caisson à 300 bars. Ça va mal finir. Votre sang va faire des bulles. Mais bref, tous les animaux de la zone crépusculaire n'y vivent pas en permanence. Les grands mammifères marins, tels que les requins et certains prédateurs, ils plongent uniquement pour se nourrir. Et ils vont remonter directement après. Et parmi les prédateurs concernés, on trouve aussi les marlins, les voiliers et les thons. Je crois qu'il y a quelques rorquals aussi qui plongent. Les narvalos. Oui, les narvalos. Alors pas l'insulte, mais les narvals, pas les narvalos. Qu'est-ce que je raconte? Narvalo. Et pourtant, lors d'une récente étude, les résultats ont révélé que les plongées en eau profonde des grands blancs, eh bien, ne sont pas forcément motivés par la nourriture. Et c'est là que le mystère reste entier. Parce que les scientifiques, ils ne comprennent pas encore totalement pourquoi ils plongent à de telles profondeurs. Et s'il s'avère qu'ils ne s'y rendent pas exclusivement pour se nourrir, cela pourrait indiquer qu'il existe d'autres types d'interactions ou tout simplement des proies totalement inconnues qui s'y trouvent et qui plaisent aux requins. Et ça paraît quand même assez insensé qu'ils plongent aussi profond juste pour aller manger un truc. Ça, c'est encore un mystère. Mais à part le grand blanc, on a découvert aussi d'autres espèces de requins qui vont vivre dans ces abysses. À plus de 300 mètres de profondeur, au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, ce requin que vous voyez qui est appelé le squale liche, eh bien il peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Les chercheurs ont également découvert 2 types de requins lumineux, les requins lanternes à ventre noir, comme son nom latin le dit, Ethmopterus lucifère. Vous avez également le requin lanterne du sud, Hypnopterus granulosus. Eh bien ce sont des requins qui vivent dans la zone crépusculaire. Et ce fameux squale liche que vous voyez à l'écran si je vous trouve une image, c'est justement le plus grand vertébré bioluminescent
connus. Donc c'est l'être vivant qui émane de la lumière visible. Une grosse lanterne, le bordel. Alors paradoxalement, cette lumière, elle agit comme un camouflage et ça les aide à se cacher des autres prédateurs plus gros qu'eux. Contrairement à ce qui pourrait sembler logique, la lumière émise par ces requins, elle contraste avec la faible lumière qui filtre depuis la surface de l'océan. Ce qui va les rendre encore plus invisibles. Voilà, c'est un peu contre-intuitif, mais le fait d'émettre un peu de lumière, t'es moins visible dans cette profondeur. Donc comme je vous l'ai dit, à partir de 1000 mètres, on entre dans une zone qu'on appelle bâti pélagique. Ne fuyez pas, on n'est pas en cours de géographie là, calmez-vous. Et donc cette zone, on l'appelle la zone de minuit. Plus simplement, parce que bâti pélagique, c'est chiant à dire. Et donc c'est où la lumière du soleil ne parvient plus du tout. Les organismes qui y vivent sont donc aveugles, quasiment aveugles. Et pour survivre dans cet environnement extrême, ces animaux et organismes cellulaires ont développé des stratégies de survie absolument incroyables. On sait qu'environ 200 espèces habitent dans cette zone. On y trouve principalement des poissons football, des grands gousiers. Wow. We really ticked him off. Ou encore des grenadiers, ou même des anguilles des abysses. Les prédateurs possèdent des dents acérées et souvent très longues, ce qui leur donne cette apparence monstrueuse qu'on a tous déjà vue, notamment avec ce poisson lanterne qu'on connaît, et donc ils font très peur. La plupart du temps, leurs yeux sont absolument inutiles, et ils se fient aux vibrations dans l'eau pour localiser leur proie. C'est un petit peu des poissons d'Ardeville, vous comprenez. D'autres poissons ont développé des capacités bioluminescentes, telles que le baudoir abyssal. Et donc c'est à cette profondeur, comme je vous l'ai dit, que le Titanic est, puisqu'il est à 3,8 km de profondeur dans l'Atlantique, mais aussi le Titan également maintenant. Évidemment, la vie, elle n'est pas statique en fonction des strates, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, traverse ces différentes strates, que ce soit la zone crépusculaire, la zone de minuit, etc. De nombreux habitants des océans, du plancton jusqu'aux gros poissons, effectuent tous les jours des migrations entre les profondeurs et la surface. Ce phénomène qui est pas très bien connu encore parce que c'est pas facile à étudier, on appelle ça la migration verticale. Et donc chaque soir, après le crépuscule, une multitude de créatures marines allant du minuscule zooplancton au grand requin remontent des profondeurs pour passer la nuit près de la surface. Et c'est justement l'une des plus grandes migrations synchronisée de tout le règne animal. Ce phénomène, il a été documenté pour la première fois au début des années 1800 par le naturaliste Georges Cuvier. Et son importance, elle a été mise en lumière pendant la Seconde Guerre mondiale avec la couche de dispersion profonde. À l'époque, les sonars des bateaux, ils détectaient des anomalies, des sortes de couches qui disparaissaient mystérieusement chaque nuit et apparaissaient la journée. Et ce n'est qu'en 1945 qu'on a compris que cette fameuse couche bizarre qu'on détectait, cette couche qui bougeait, eh bien, c'était en réalité une composition de créatures vivantes qui effectuaient cette fameuse transition verticale, cette migration verticale, durant la nuit. Et depuis, les scientifiques ont observé ce déplacement régulier dans tous les types d'habitats marins, des tropiques jusqu'aux différents pôles. On n'est pas sûr de ce qui déclenche cette migration verticale, puisque ça peut pas être la lumière, sachant que ceux tout au fond ne voient pas la lumière. C'est probablement des horloges biologiques, des cycles circadiens. En fait, ils sont tout simplement programmés génétiquement pour remonter et redescendre quand il faut. Et c'est encore plus un mystère dans les régions polaires, où la lumière solaire peut être constante ou absente pendant plusieurs mois. Là, ça reste vraiment un mystère absolu. Donc on est plus sur des cycles circadiens très probablement. Cycle circadien, pour ceux qui savent pas, c'est l'horloge biologique, c'est pourquoi on va dormir la nuit et qu'on se réveille quand il fait jour. Et comprendre ces nuances, c'est crucial, car la migration verticale va transporter du carbone des eaux profondes vers la surface. C'est un processus essentiel pour la régulation du climat. Donc là, on se dit, c'est juste des animaux qui bougent, voilà, et ils vont chier en surface, ils reviennent en bas. Et ben non, ça modifie le climat, les amis. Le fameux papillon qui bat là-bas et qui fait une tempête plus loin, c'est pareil. Les recherches, elles suggèrent que cette migration, elle représente une dépense énergétique considérable, équivalente à environ une année de consommation d'énergie aux États-Unis, rien que pour le zooplancton. Je sais pas si les mecs essayent de faire des mini-batteries avec du plancton. Comme je vous l'ai dit, on sait pas exactement comment et pourquoi ils font et comment ils se synchronisent, mais surtout pourquoi certains le font et certains le font pas. On s'accorde sur le fait que beaucoup de créatures comme les hachets migrateurs migrent pour éviter tout simplement d'être mangées. Cette espèce, elle trouve refuge dans les eaux profondes pendant la journée, où les prédateurs sont moins présents. Elles se rendent ensuite à la surface de l'eau durant la nuit, où la nourriture est abondante et où elles peuvent se déplacer en relative sécurité. On sait également que le principal déclencheur environnemental de cette migration est le changement de luminosité, évidemment jusqu'à une certaine profondeur parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus de lumière. Lorsque la lumière commence à diminuer, ça va inciter des créatures à remonter vers la surface. Alors il y a peut-être un effet aussi de domino où quand dans une strate il y a des animaux qui vont remonter, ceux d'en dessous ils voient que ceux du dessus remontent donc ils suivent. On
sait aujourd'hui qu'avec le programme Artemis, on va retourner sur la Lune, mais c'est un truc de fou, tu vois, on va mettre une base sur la Lune. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte du truc de malade que c'est, moi je trouve ça incroyable. Il faut que je vous en fasse une vidéo complète. Mais il faut savoir que depuis 2017, pour les abysses, il se passe des choses aussi exceptionnelles. Mais on en parle moins. Vous avez le projet qui s'appelle Seabed 2030, qui est mené en collaboration avec des institutions comme le Geomar Helmholtz, mais également le Schmid Ocean Institute, qui vise à cartographier entièrement le fond marin avec pour date butoir 2030. Ce projet hyper audacieux, il va mettre en lumière notamment les monts sous-marins, qui sont de véritables refuges pour la biodiversité. Et ce défi colossal, il souligne l'importance des données bathymétriques et des innovations technologiques qui pourraient révolutionner notre compréhension et notre savoir des océans. Les données bathymétriques, pour ceux qui savent pas, c'est les techniques pour mesurer les profondeurs et cartographier les océans. Notez que les monts sous-marins sont des structures géologiques absolument impressionnantes qui surgissent des fonds de l'océan sans atteindre la surface. Ils sont souvent formés par des processus volcaniques et ces masses imposantes, elles jouent un rôle crucial dans la topographie des océans. Ces monts, ils influent significativement sur les courants marins et modifient les flux océaniques qui peuvent avoir des répercussions sur le climat régional et même mondial. Et en altérant localement les courants, ils favorisent la formation de zones où de l'eau froide et riche en nutriments remonte, ce qui est essentiel évidemment pour la vie marine. Donc tout est important, même l'espèce de petite montagne que personne ne voit au fond de l'océan, elle peut tout modifier. Tout est lié les amis. On n'oublie pas le papillon, la tempête, tout le bordel. Et l'exploration de ces montagnes sous-marines, elle révèle également une biodiversité exceptionnelle. En raison de leur isolement et de leur environnement spécifique, ils abritent souvent des espèces uniques, donc endémiques, qui ne se trouvent nulle part ailleurs, sur Terre ou sous la mer. Parmi les technologies qui nous ont bien aidés à cartographier ces fonds de l'océan, on a l'altimétrie par satellite évidemment, mais également des drones hydrographiques, donc des espèces de sous-marins qui ne sont pas habités, avec personne dedans. Et bien ces technologies, elles représentent des avancées particulièrement prometteuses. L'altimétrie par satellite, elle va mesurer les variations sur la surface de la mer qui peuvent indiquer des reliefs sous-marins. Bien que cette méthode offre une résolution moins détaillée que les sondeurs écho, ça permet surtout de couvrir rapidement une très grande zone en étant beaucoup moins précis. Les satellites sont capables de voir les variations de la flotte à la surface et de considérer finalement si en dessous il y a une montagne ou pas. D'autre part, les drones hydrographiques, ils peuvent naviguer de manière autonome sur de longues distances jusqu'à des profondeurs de 7000 mètres, même parfois plus. Ils utilisent des systèmes sonars multifaisceaux pour cartographier en détail les fonds marins, et ça coûte beaucoup moins cher que des navires qui vont faire le job. Sauf que évidemment, la tâche elle est hyper compliquée en raison de défis comme la présence de glace permanente près des pôles, et du fait que près de la moitié de l'océan mondial a des profondeurs dépassant 3200 mètres. Aujourd'hui, les chercheurs, ils espèrent beaucoup par rapport à l'intelligence artificielle, l'IA, notamment qu'elle va permettre d'accélérer encore le processus de cartographie. Tout ce qui est tâches comme ça répétitives de masse avec un petit peu toujours la même chose, l'intelligence artificielle, elle est capable de le faire très très bien. L'approche basée sur les réseaux de neurones convolutionnels est particulièrement remarquable pour améliorer la détection de la profondeur. Alors, je n'avais jamais entendu parler de ce mot convolutionnel également, mais on va voir ce que ça dit. Alors les neurones convolutionnels, ce sont des modèles très spéciaux de réseaux de neurones qui sont utilisés principalement pour le traitement des images et des données spatiales. Ils sont conçus pour capturer et apprendre automatiquement les caractéristiques pertinentes à partir de données. C'est en gros un algorithme, une grosse moulinette dans laquelle on va foutre des images auxquelles on comprend rien. Du moins, il y en a tellement que le faire à la main, ça prendrait des années, des centaines d'années. Et l'intelligence artificielle est capable de voir, voilà, s'il y a de la profondeur, fait tout le job. Mais vous allez être remplacé, malheureusement. Moi aussi, je serai remplacé un jour. On va tous l'être. Je sais pas si vous avez eu Wall-E, les mecs là qui sont dans le petit vaisseau spatial. On tend vers ça, les amis. Le projet Seabed 2030, qui représente une coopération internationale extrêmement ambitieuse, comme on a vu. Et il s'appuie sur le crowdsourcing et l'utilisation de données open source, collectant des informations de multiples sources, comme des scientifiques, mais également des philanthropes ou des sociétés d'enquête offshore, et des opérateurs de navires de pêche, mais également de croisières et de cargo. Cette opération, c'est un peu une mutualisation de tous les engins qu'on peut trouver sur l'eau, tout ça dans l'espoir de cartographier l'entièreté de l'océan. Donc vous pouvez retrouver des sonars sur des paquebots de croisière qui ont accepté de prendre du matériel pour aider dans cette opération Seabed. Le lit de la mer. En novembre 2023, Seabed 2030 a reçu un don majeur de données couvrant 8000 km² de régions extrêmement reculées. Ces données bathymétriques de haute résolution, offertes par l'entreprise britannique Argan grâce à des observations satellitaires, eh bien c'est un exemple de contribution, c'est un don. C'est-à-dire qu'ils donnent pas forcément de l'argent, mais ils vont donner des cartes. Si vous avez des cartes du fond de l'océan, donnez à Seabed. C'est open source, voilà, c'est la fête. Vous avez également les gardes-côtes japonais qui ont fait des dons de données, qui ont permis notamment d'enrichir les archives du GEPCO. Et ces données, elles couvraient le Japon et l'Antarctique. Cette collaboration, elle s'inscrit dans une initiative plus large de gouvernance et de conservation des océans, mais également pour assurer évidemment la durabilité des ressources.
La fameuse fosse des Mariannes, celle dont tout le monde parle, tous les midis, tous les matins, tous les soirs. Eh bien, cette fosse absolument profonde a été découverte en 1875 à bord du HMS Challenger. La fosse des Mariannes, elle est située dans le Pacifique occidental, près des îles Mariannes, tout ça en Micronésie. Et elle est le point, comme vous le savez peut-être, le plus profond de l'océan connu à ce jour pour l'humanité. Cette fosse abyssale a été formée par des mouvements tectoniques très complexes où la plaque du Pacifique plonge sous la plaque philippine, ce qui crée une subduction, comme on l'appelle, qui enfonce la croûte océanique dans le manteau terrestre. Si vous vous rappelez vos cours de géo en 5e, je crois, la subduction, c'est quand il y a une plaque qui passe sous une autre comme ça. Ce processus géologique colossal a créé un étroit sillon qui s'étend sur environ 2500 km de long et atteint des profondeurs allant jusqu'à 11 km. C'est-à-dire que si vous retournez l'Everest à ce niveau-là, il reste encore 2-3 km de profondeur. L'Everest peut flotter dans la fosse des Mariannes. Alors, je sais pas s'il flottera, mais vous comprenez. La formation de cette fosse, elle a non seulement donné naissance au Challenger Deep, qui est la partie la plus profonde de la fosse, mais elle a aussi créé un environnement unique pour la recherche géologique et biologique. Et grâce à l'étude de cette fosse, on a pu comprendre la formation de la Terre. Vous imaginez? Vous avez évidemment le réalisateur James Cameron, qui a fait Titanic et Avatar, qui a reproduit cet exploit en 2012 avec le sous-marin Deep Sea Challenger. Cameron, c'est un passionné par les océans qui a dirigé cette expédition pour poursuivre l'exploration et capturer des images spectaculaires qu'il partagera plus tard avec le monde entier. Notamment, il y a un film qui est sorti là-dessus. Je l'avais re-regardé récemment, c'est assez badant. Je pense qu'il faut vraiment être bien couillu pour aller au fond, là. Moi, c'est non. Tu veux aller au fond de l'océan? Non! Évidemment, dans ces profondeurs, c'est des organismes qu'on appelle des extrémophiles, qui sont capables de vivre dans des milieux extrêmes. Parmi eux, évidemment, on va retrouver des bactéries qui métabolisent des produits chimiques, comme par exemple le méthane, plutôt que de la lumière, mais également ces fameuses créatures bioluminescentes. Vous avez des poissons à corps gélatineux, ou encore des crevettes aveugles, et le célèbre poisson ange des mers, qui est reconnaissable par sa mâchoire absolument redoutable. Les habitants des abysses adaptés à cet environnement hors du temps ont un petit air de créatures vivant dans un autre monde, des sortes d'extraterrestres. Vous avez des vers zombies qui ont été découverts en 2002, aux anémones transparentes, qui peuvent dévorer des vers faisant 6 fois leur propre masse. Les eaux profondes regorgent de ces créatures terriblement étranges. Et récemment, une expédition océanique conduite à 2500 km au large de la côte du Chili, via un robot sous-marin, a permis de découvrir une dizaine de nouveaux spécimens absolument remarquables, parmi lesquels un poisson grenouille rouge, identifié pour la toute première fois de l'humanité. On a même du mal à en croire nos yeux, pourtant cet étonnant poisson abyssal se déplace en marchant sur ses nageoires. Est-ce qu'il est pas incroyable? On est tous d'accord pour le dire. Il y a une autre expédition récente qui a permis de découvrir le monstre spaghetti volant, comme on l'appelle, ainsi que le poisson dragon. Aujourd'hui, on estime qu'on a découvert à peu près 250 000 espèces marines et qu'il en resterait encore 10 millions. Donc, on connaît à peu près 3% de ce qui vit sous l'eau. Vous imaginez le truc de fou? Et pour aller encore plus loin et découvrir des choses encore plus folles, les ingénieurs, ils s'arrêtent pas là parce qu'ils fabriquent des sous-marins de fou, comme par exemple Ulyx. L'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est très célèbre pour sa flotte diversifiée de sous-marins de haute technologie, parmi lesquels Ulyx représente la dernière innovation. Il faut savoir que la France, c'est l'un des pays qui est le plus à la pointe dans le monde entier pour tout ce qui est recherche sous-marine. On est les boss. Comme pour la flotte de surface de l'IFREMER, la complémentarité de ces différents sous-marins est une source de force. On a un panel tellement diversifié et à la pointe qu'on est capable de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, quand des pays sont en détresse et qu'il faut par exemple aller chercher des gens, des sous-marins qui ont coulé au fond de la mer, et bien souvent on appelle la France et la France débarque. Parce qu'on a du gros matos. Et ouais mon gars, y a pas que les croissants, les baguettes là, hein. On a des gros sous-marins les mecs. Victor par exemple, c'est un sous-marin qui peut descendre jusqu'à 6000 mètres de profondeur sans embarquer d'humains à son bord. Et il cumule plus de 15 000 heures de plongée depuis 99. Parmi les autres robots de la flotte, vous avez Ariane qui est opérationnel depuis 2015, qui utilise un fil optique pour cartographier le fond en 3D avec une haute résolution, ainsi que pour effectuer des prélèvements de faune et de sédiments. Vous avez Astérix et Idéfix, sont deux robots autonomes en forme de torpilles qui sont capables de cartographier des zones allant jusqu'à 20 km² par plongée et de sonder des sédiments jusqu'à 70 mètres d'épaisseur. Évidemment, le plus emblématique des sous-marins, c'est le Nautilus, qui n'est plus très jeune maintenant. Il a 40 ans de service cette année. Ce sous-marin qui pèse la bagatelle de 18 tonnes, il permet de faire des plongées habitées à très grande profondeur, offrant une vision de l'environnement profond à travers des hublots de 12 cm de diamètre. C'est une technologie qui a 40 ans, mais il faut savoir que dans le monde, il y en a 6
qui sont ses équivalents. Il me semble qu'ils ont également une espèce de combinaison qui permet de mettre un homme évidemment à l'intérieur, un truc en dur, et ces trucs-là, il me semble qu'il y en a que 3 dans le monde, ou 2, et la France en possède un. Ulyx, le petit nouveau, donc ce fameux sous-marin autonome, il représente une avancée majeure. Il peut atteindre, comme je vous l'ai dit, 6 km de profondeur sans nécessiter de pilote à bord. Il est équipé des technologies les plus avancées, incluant l'intelligence artificielle, des capteurs haute performance, des algorithmes sophistiqués qui analysent en temps réel les données, ainsi qu'un appareil photo de pointe. Il dispose également d'un ensemble de capteurs permettant de mesurer de nombreux éléments, tels que les paramètres physico-chimiques de l'eau, les concentrations d'oxygène, de méthane, etc., l'acidité, les anomalies de champ magnétique, et plein d'autres choses incroyables. Ce truc-là te fait le café à 6000 mètres de profondeur, y a pas de souci. Il peut également réaliser des prélèvements d'échantillons sur place, en complément d'autres engins pour les opérations de prélèvement détaillées. Donc ils peuvent bosser comme ça en coordination avec plein d'engins. Donc vous avez une armée comme ça de robots sous-marins qui arrivent, pas mal, non? C'est français. Ulyx, il est pas tout léger parce qu'il pèse quand même 2,7 tonnes, et il peut évoluer à une vitesse de 7,5 km/h, ce qui est pas mal. Il a une autonomie d'environ 48 heures grâce à des batteries lithium-ion de 28 kWh. Il est équipé de 2 propulseurs latéraux et d'un système de gestion de la flottabilité. Il peut descendre et remonter comme il le veut. Une de ses grandes nouveautés est sa capacité à ralentir pour effectuer une navigation en point fixe ou stationnaire. De plus, Ulyx, il va explorer de manière proactive grâce à son intelligence embarquée et à un système de pilotage auto-adaptatif, lui permettant de se reconfigurer sans ordre humain, tout ça s'il détecte quelque chose d'intéressant. Il est semi-autonome. Et ensuite, il reprend sa mission initialement programmée. À l'aide de comportements préacquis, Ulyx est capable de croiser plusieurs indices pour détecter et explorer des zones cruciales, répondant ainsi à des questions scientifiques spécifiques telles que la recherche de cheminées hydrothermales ou encore bien d'autres choses totalement incroyables. Comme on le sait tous, aujourd'hui, avec cette transition énergétique incroyable qui nous mène vers le tout électrique, on a besoin de minerais. Certaines terres rares, certains rochers ou que sais-je, qui se trouvent malheureusement pour les fonds marins, qu'il y en a beaucoup dans les fonds marins aussi. Sauf que le problème, si on vient creuser avec des pelleteuses à 12 000 mètres de profondeur, ça peut causer des problèmes, et pas des petits. On a vu que la moindre transformation des fonds, ça peut avoir un impact sur le climat à la surface. C'est pas anodin. Il y a des gens qui veulent creuser pour la thune, évidemment. L'exploration minière en eau profonde, c'est une pratique visant à extraire, comme je vous l'ai dit, des minerais comme le cuivre, le nickel, le cobalt, le manganèse, tout ça des abysses marins. Et ça suscite, comme je vous l'ai dit également, une préoccupation majeure au sein de la communauté scientifique. Ces activités, elles pourraient avoir des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes fragiles et peu connus des profondeurs océaniques. Les experts, ils mettent en garde contre les impacts écologiques potentiels, soulignant que l'exploitation minière pourrait entraîner une destruction permanente de ces habitats vulnérables lors de la collecte de ces minerais. Il y a également un énorme risque de perturber le stockage naturel du carbone océanique qui est dans la Terre, ou du moins dans la vase, enfin sous la Terre, dans l'eau quoi, ce qui pourrait contribuer encore une fois au réchauffement climatique. Et face à ces risques, des débats internationaux sont en cours actuellement pour déterminer la meilleure approche réglementaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ma caméra s'est éteinte, donc je vous laisse avec ce vidéogramme qui apparaît à l'écran, j'espère que vous aurez apprécié. Pensez à vous abonner, à laisser des pouces, vous savez les pouces ça aide un petit peu au référencement à la chaîne, à mettre tout ça en avant, voilà vous le savez, on le demande à chaque fois, c'est chiant. Merci à tous, à très vite les amis, je vous embrasse, c'était Les Abysses avec Père Tounlar, au revoir.